Bonjour, aujourd'hui on va entamer le module conservation des denrées alimentaires. La première partie de notre cours est consacrée à certaines généralités. On commence par l'activité de l'eau. L'eau est le constituant majeur de la plupart des aliments. En effet, les êtres vivants contiennent entre 50 à 70%. Malgré que cette eau n'a aucune valeur énergétique, mais elle joue un rôle très important. Elle influe sur la structure, l'apparence, le goût des aliments et leur susceptibilité à la dégradation. Dans les aliments, l'eau se trouve sous forme d'eau libre, l'eau liée et l'eau de constitution. L'activité de l'eau indique la disponibilité de l'eau d'un milieu pour des réactions chimiques, biochimiques, un changement d'état ou un transfert à travers une membrane semi-perméable. Et cette activité de l'eau, elle est calculée par la formule de Raoult. Maintenant, on va parler d'un autre paramètre qui est l'humidité relative. L'humidité relative est le rapport entre le poids de la vapeur d'eau réelle de l'air et le poids de la vapeur d'eau de l'air à la saturation. Elle est directement liée à l'activité de l'eau. Le potentiel d'oxydoréduction, qui est une grandeur exprimée en volts associée à un couple redox et qui joue un rôle très important pour la prolifération des micro-organismes. Selon le mode respiratoire, on distingue les aérobies strictes, les anaérobies strictes, les anaérobies facultatifs et les micro-aérophiles. On passera maintenant à la valeur F0, qui est le temps théorique exprimé en minutes requis pour inhiber le développement des spores bactériennes dans un milieu précis. Si l'on pouvait chauffer celui-ci instantanément à une température de 121,1 degrés Celsius, puis le refroidir instantanément à des températures sublétales, c'est l'intensité de la chaleur nécessaire pour atteindre une stérilité commerciale d'un aliment. Elle dépend d'abord de la concentration des spores. Elles dépendent de la nature de l'aliment, de la résistance des spores à la chaleur, ainsi que de la composition de la denrée alimentaire. On détermine la valeur F0 qu'un aliment atteint à la suite d'un traitement thermique en procédant à un test de pénétration de chaleur. La valeur D correspond à la durée de chauffage à une température donnée qui réduira de 90% le nombre de cellules ou de spores d'une population donnée de micro-organismes. Maintenant, on va aborder la deuxième partie de notre cours qui est consacrée aux techniques de conservation. Ces traitements de conservation visent à préserver la comestibilité des aliments ainsi que leurs propriétés gustatives et nutritives avec inhibition du développement des bactéries, champignons et micro-organismes qu'ils contiennent et qui peuvent dans certains cas entraîner une intoxication alimentaire. Il existe plusieurs méthodes de conservation. Certains utilisent le froid, d'autres utilisent la chaleur. Il existe des méthodes physiques ainsi que des méthodes chimiques. On commence par les techniques qui utilisent le froid. D'abord, les basses températures retardent ou empêchent la détérioration des aliments. Ces techniques de froid sont basées en partie sur une diminution de l'activité de l'eau dans l'aliment. Le froid diminue ou inhibe la synthèse protéique, soit la synthèse d'enzymes métaboliques et par conséquent le développement microbien. La première technique est la réfrigération, c'est le refroidissement par un moyen artificiel d'un produit alimentaire sans que soit atteint son point de congélation, utilise le froid proche de zéro, niveau auquel l'eau du produit ne se congèle pas et permettant des conservations limitées. Cette technique impose une chaîne de froid contraignante. Cette réfrigération, elle retarde la prolifération des populations microbiennes, elle freine le mécanisme de la dégradation de la matière et elle tend à conserver les aliments dans un état très voisin de leur état initial. Technique de conservation par le froid et la congélation qui correspond à l'action de se mettre au froid à moins 30 degrés Celsius afin de conserver à moins 18 degrés Celsius des produits alimentaires en les amenant suffisamment rapidement pour éviter la détérioration des tissus par des cristaux trop gros à une température dite de congélation, ralentissant l'évolution des processus enzymatiques et assurant ainsi une durée de conservation plus longue. Le produit congelé doit être immédiatement consommé après décongélation car ce traitement ne détruit ni les enzymes ni les micro-organismes. Troisième technique de conservation par le froid et la surgélation par abaissement rapide moins d'une heure à moins 18 degrés d'un produit sain, on obtient un surgelé que l'on doit conserver à moins 18 degrés jusqu'à sa décongélation. La conservation pouvant dépasser 2 ans, il faut que l'emballage du surgelé soit étanche à la vapeur d'eau et au gaz. Cette conservation, elle s'effectue par ventilation forcée en chambre ou en tunnel.
On va voir la technique de la lyophilisation, qui est un procédé d'élimination d'eau. Il s'effectue sous vide entre la phase solide et la phase gazeuse, donc par sublimation. Du fait de l'utilisation d'équipements coûteux, la lyophilisation elle est réservée aux aliments à haute valeur ajoutée et elle s'effectue en plusieurs étapes comme il est mentionné dans la figure suivante. On passera maintenant aux méthodes qui utilisent la chaleur. Les traitements des aliments par la chaleur est aujourd'hui la plus importante technique de conservation de longue durée. Ce traitement thermique a pour objectif de détruire ou d'inhiber totalement ou partiellement les enzymes et les micro-organismes dont la présence ou la prolifération pourrait altérer la denrée considérée ou la rendre impropre à l'alimentation humaine. On commence par la cuisson. La cuisson est l'action de soumettre un aliment à la chaleur en vue d'une consommation directe. Cette méthode ne constitue pas une méthode de conservation réelle des aliments puisqu'elle n'inclut pas une préservation dans le temps. Toutefois, elle contribue à une stabilisation microbiologique du produit alimentaire. Une autre méthode de conservation par la chaleur est la déshydratation. La diminution de la teneur en eau dans certains aliments le rend plus résistant à l'attaque de certains corps ennemis, plus particulièrement les micro-organismes. Le soleil peut être utilisé pour la déshydratation, mais il existe aussi des appareils spécialisés pour traiter certains aliments tels que les viandes et le lait. Parmi les plus anciens procédés, le séchage qui est employé pour les fruits, les légumes et les viandes ainsi que les poissons, il permet une longue conservation par l'absence d'eau indispensable au développement des microbes qui altèrent l'aliment. D'autres méthodes D'autres méthodes qui utilisent la chaleur peuvent être utilisées, comme l'enfumage, qui est pratiqué pour le traitement des viandes, notamment les épaules de bœuf, la morue ainsi que certains saucisses. La fumée émanant du bois d'érable, du hêtre et d'autres essences de bois, un effet de préservation tout en contribuant à imprégner les aliments du saveur caractéristique recherché. Le fumage conserve les aliments par la synergie du séchage et des antiseptiques contenus dans la fumée. Maintenant, on va voir la technique de pasteurisation qui est un traitement thermique limité mis au point par Pasteur et qui consiste à exposer le produit à une chaleur modérée et porter le cœur du produit à une température comprise entre 80 et 85 degrés Celsius pour détruire les micro-organismes pathogènes ainsi que les moisissures, les levures, tout en préservant au maximum les caractéristiques physiques, biochimiques et organoleptiques du produit. Certains micro-organismes thermorésistants n'étant pas détruit. Un produit pasteurisé se conserve quelques jours mais n'est pas stérile. L'apertisation consiste à enfermer dans un récipient hermétiquement clos des denrées alimentaires ou périssables d'origine animale ou végétale et d'où les soumettre à un traitement thermique. Ce traitement permet la destruction et l'inactivation des enzymes, des toxines, des micro-organismes pathogènes ou non pathogènes. Sont considérés comme conserves les denrées alimentaires d'origine végétale ou animale périssable, dont la conservation est assurée par l'emploi de deux techniques combinées qui sont conditionnement dans un récipient étanche ou liquide, au gaz et aux micro-organismes à toute température inférieure à 55 degrés et traitement par la chaleur ou par tout autre traitement autorisé. Maintenant, on va voir une autre technique qui est la technique UHT. Cette technique est une stérilisation qui s'effectue à 140 degrés Celsius pendant 4 à 5 secondes sur le produit en vrac au moyen d'une injection de vapeur suivie d'un refroidissement immédiat sous vide de telle sorte que la vapeur extraite soit en quantité égale à celle qui a été utilisée pour la stérilisation. Le produit est ensuite placé dans un emballage aseptique pour obtenir un conditionnement sans microbes. Ce procédé donne un produit proche du frais grâce à la rapidité du chauffage. Ce traitement permet une conservation longue à température. Maintenant, on va voir un autre procédé de conservation qui est la conservation par méthode physique. On commence par l'irradiation et l'ionisation qui sont des techniques qui consistent à bombarder le produit de radiation ionisante créée par accélération d'électrons, par isotope radioactif ou par une source de rayons X. L'irradiation consiste à soumettre les aliments à un fluide aux photons accélérés alors que l'ionisation les soumettant plutôt à des électrons. L'irradiation est le plus souvent utilisée pour le traitement des aliments solides séchés ou frais. Parmi les exemples de radiation, on cite les ondes radioactives,
les micro-ondes, les rayons X et les rayons gamma. Il existe trois technologies différentes d'irradiation, les rayons gamma, les faisceaux d'électrons et les rayons X. Tout produit ionisé doit porter ce logo. Maintenant, on va passer à une autre méthode physique qui est la lumière pulsée. La lumière pulsée est une technologie douce de conservation qui pourrait s'appliquer aux produits alimentaires. Le procédé par la lumière pulsée fait l'objet de nombreux travaux. L'effet stérilisant de la lumière pulsée est dû au spectre UV, à des impulsions de courte durée et un pic d'énergie très élevé. Maintenant, on va voir la technique de l'ozonisation. L'ozone a un effet stérilisant sur les aliments. Son utilisation se fait sur les aliments liquides ou par barbotage. Il entre en contact avec les aliments. Outre son pouvoir stérilisant, l'ozone élimine de nombreux goûts et odeurs des aliments. L'atmosphère contrôlée, l'oxygène cause l'oxydation et le rancissement des aliments. On peut donc diminuer le taux d'oxygène qui entre en contact avec les aliments emballés en employant toutes sortes de moyens tels que l'utilisation des pompes à vide, le remplacement de l'air par un gaz inerte comme l'azote ou l'ozonisation. Cette technique doit bien évidemment être associée à une conservation sous régime froid ou combinée avec une autre barrière pour contrer le développement des micro-organismes. La pressurisation, la pression communiquée par un milieu liquide est isostatique, elle est identique dans toutes les directions de l'espace en tout point de l'enceinte et du produit qui est contenu. En pratique, le produit à traiter est soumis pendant 5 à 30 minutes à des pressions comprises entre 4000 et 10 000 bars. Maintenant, on va entamer les méthodes chimiques de conservation. On commence par la salaison. Le sel exerce un contrôle sur la croissance de la plupart des micro-organismes en les empêchant de se développer complètement. Cependant, son action n'affecte pas certaines espèces de bactéries dont la présence est souhaitable, celles-ci étant plus tolérantes à la présence de sel. Le salage il est utilisé pour conserver certains poissons, des viandes ou des légumes. De grandes variantes existent quant à l'utilisation du sel, soit le salage à sucre, soit le saumurage. Le sucre. Le sucre est un excellent conservateur grâce à sa grande avidité pour l'eau. Les microbes n'ayant plus assez d'eau libre ne peuvent pas se développer dans des milieux trop sucrés. Le rôle du sucre ressemble à celui du sel, sauf qu'il n'est pas efficace qu'à des très fortes concentrations. Il existe d'autres produits chimiques qui peuvent être utilisés pour la conservation des aliments. Certains sont dits des agents dépresseurs de l'activité de l'eau et qui sont des solutés très solubles ou des solvants miscibles à l'eau. D'autres, c'est des agents variant les conditions physiques ou chimiques du milieu par acidification, le gras, fermentation, antibiotiques et certains antiseptiques.